Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Une génération d'enfants devrait vous tresser une couronne à l'inverse de certains adultes qui ne méritent pas de demeurer médiatiquement vivants. Bonjour Swazik Korn. Bonjour Jacques. Quelle joie de vous revoir. Votre nom, bien sûr, inspire bien des souvenirs à toute une génération des visiteurs du mercredi. Et puis, il y a un livre qui sort, Ma mort, quelle rigolade. On va en parler tout à l'heure longuement parce qu'il y a une longue histoire autour de ce livre. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Dates clés, d'ailleurs, inspirées de votre livre, je le précise. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 8 mai 1945. Jour important pour la France, mais jour important pour vous aussi, Swazik Korn. Ça me fait un plaisir que vous démarriez par cela, parce que quand on écrit, on a finalement une frustration, disons, mais on ne me parle ni de ça, ni de ça, ni de ça. Et là, c'est vrai que cette date, eh bien, c'est tout simplement le jour du mariage de mes parents. Et curieusement, votre père avait dit à votre mère, on se mariera à la Libération. Il n'avait pas trop envie de se marier, j'ai l'impression. Et puis, quand les gens du petit village de Moëlan demandaient à mon père, alors Jean, tu te maries quand? Il disait, le jour de la victoire. Et ça a marché. Et ça a marché. Alors, il se trouve qu'en plus, ce qui est curieux, c'est que Pierre Macorlan, lui, était à Moëlan quand il a été mobilisé pour la guerre de 14. C'est extraordinaire. Moëlan-sur-Mer. Et il évoque ces rencontres avec des habitués de Moëlan, alors que, bon, vous êtes né là, ils sont mariés là-bas, mais vous êtes né à Quimperlé. Oui, c'est juste à côté, voilà, où Sarah Bernard a passé ses jeunes années. Ah, je pensais qu'elle était plus à Belle-Île. Non, c'était après. Juste après. Alors, quand vous êtes né, votre père a fait une bonne affaire, Swazik Korn, côté ticket de rationnement. Oui, c'est-à-dire que mon frère dit toujours que c'était un filou, c'était un marin. Donc, à ma naissance, il n'était pas encore tout à fait mûr. Déjà, il n'était pas mûr pour être marié, encore moins pour avoir un enfant. Et maman s'inquiétait en disant, mais il va pas aller la déclarer, Et papa, il est allé, bien sûr, mais en réfléchissant, il s'est dit, oh là là, on est le 31, on est le 1er juin, plutôt. Et alors, si je la déclare du 1er juin, on va pas avoir la ration de café et de sucre pour le mois de mai. Je vous rappelle qu'on était encore en 1946 avec des tickets de rationnement. Et du coup, sans problème, il m'a déclaré du 31 mai. Comme ça, maman a bénéficié du café, du sucre, de l'huile, enfin bon. Et maman a fait un bon tour aux Allemands en leur préparant pendant la guerre des saucisses remplies d'asticots. Oui, ça me fait un peu rougir de dire ça, mais c'est vrai que nous avons eu une mère qui était, vous l'avez vu dans le livre, très spéciale, avec un côté matriarcat breton, enfin, peine sardine, enfin, des choses conséquentes, et elle a commencé très jeune à se faire enfermer par la commandanture, c'est sûr. Mais elle s'en est sortie, heureusement, grâce à votre grand-père. Oui, puis elle avait mis aussi les journaux avec la tête d'Hitler. Elle travaillait dans une boucherie. Et du coup, aucun Allemand n'osait rentrer puisqu'il y avait Hitler partout sur le sol. C'est fabuleux. Alors, la Bretagne, bien sûr, c'est une image à travers une chanson. C'est vrai que Bécassine, bande dessinée née par hasard, parce qu'il y avait une page blanche dans un journal, La Semaine de Suzette, c'est le symbole d'une certaine Bretagne, de votre grand-mère qui préparait le beurre, Swazik Korn. Voilà, de ma grand-mère. Et puis, on a toujours un peu eu ce côté, Bécassine, la petite bébête bretonne qui vient en petite boniche. Et moi, Bécassine, c'est comme le reste, j'ai une grande tendresse pour elle. Et puis, il y a la Bretagne, il y a le Maroc, car votre père s'est retrouvé policier au Maroc. Ah oui, le pauvre. Et vous avez vécu au Maroc pendant un certain temps. Il n'y a rien de plus... Je pense que ça a été le drame de sa vie. Un marin qui, pour nourrir ses mômes, puisqu'on était déjà 3, obligé de trouver un boulot, alors que le général de Gaulle avait dit aux petits marins, comme il les appelait, vous aurez tous un emploi réservé. Tu parles. Et alors, résultat, papa, on lui proposait d'être flic ou garde forestier. Bien sûr qu'il avait choisi garde forestier, mais les flics, c'est arrivé avant, donc on est tous partis au Maroc. Voilà, et il a assuré la garde de la maison de Churchill au Maroc. Oui. Et Churchill qui adorait le Maroc parce qu'il allait peindre régulièrement au Maroc le désert de l'Atlas. Oui, alors Churchill était soit à la Mamounia, soit chez des amis. Et j'imagine ce que ça a dû être pour mon père, qui avait coulé 3 fois, dont Merzel-Kébir, sous les ordres côté anglais quand même de Churchill, de se dire, moi je crois qu'il avait vraiment des idées de meurtre pour le coup.
Alors, vous avez commencé discrètement dans un journal qui s'appelait Téléjournal avec Jacques Lebaudot comme rédacteur en chef. Oui. Et on vous envoyait sur des coups journalistiques des interviews. Alors, vous ne saviez vraiment pas ce que c'était et vous connaissiez même pas l'écriture, Soisy Korn. Mais non, mais surtout que moi, j'ai vraiment été... c'est pas... Il n'y a pas de quoi s'en vanter, mais j'ai été un cancre, mais non pas... Mais parce que ça m'intéressait pas à l'école. Donc, d'un seul coup, quand on vous dit, vous allez écrire... J'ai pas attendu tout ce temps pour en plus me forcer à écrire à mon âge. Donc, ça me disait rien du tout. Alors, Jacques Lebaudot, qui, vous l'avez connu, était quelqu'un de volontaire. C'est lui, en me voyant, qui m'a dit vous allez travailler avec moi. Mais moi, à chaque fois, j'imagine jamais ce qu'on va me demander comme job. Mais résultat, vous avez commencé à la télévision dans les coulisses, en interviewant Philippe Bouvard, en allant voir les émissions des Carpentiers. C'était un privilège à l'époque. Mais complètement, moi, là, ça me convenait bien parce que c'était dans... Bon, Bouvard, quand on m'a envoyé sur Bouvard, François, première interview, j'étais pétrie, mais vraiment de peur. Et je ne savais pas que, Jacques Lebaudot le connaissait parfaitement bien, que deux, mon mari, qui à ce moment-là était assistant à la télévision, le connaissait aussi. Et l'eau qui me coulait dans le dos, et il me regardait pas, ses petites lunettes, tête baissée, pour la relever un moment et me dire bon, vous avez vos 15 lignes là, bon, ça suffit pour le Baudot. Donc je comprenais rien. Ouais, vous avez vite compris, vous avez vite appris votre métier et vous avez ensuite appris un autre métier. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 22 septembre 1976. À tout de suite sur Sud Radio avec Soisy Korn. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Soisy Korn, qui publie chez Brest Corner Ma mort, quelle rigolade. On va en reparler tout à l'heure parce que il y a des choses étonnantes dans ce livre, mais on continue votre parcours. Et votre parcours, le 22 septembre 1976, il a évolué grâce à ce générique. Ce sont les visiteurs du mercredi qui nous font voir la vie bien plus jolie. Nos livres et nos cahiers. Toute une génération connaît cette chanson, chantée par Anne Germain, qui a doublé, je crois, Catherine Deneuve dans Les Demoiselles de Rochefort et Peau d'âne. Absolument. Et ces visiteurs du mercredi, vous êtes arrivé comment dans cette aventure incroyable, Soisy Korn? Parce qu'au départ, vous ne pensiez pas faire de la télé. Oh, surtout pas. Moi, j'étais à l'agence Gamma, oui, où je m'occupais de tout ce qui était... qui n'était pas politique, en fait, avec une armada de photographes, les mercenaires, là, avec les gilets, toutes les... C'était avant les paparazzi, les photographes qui couraient partout pour ramener des photos. photos. Oui, mais c'était des grands photographes, oui, à l'époque. Et donc, Sabatier est venu... Patrick Sabatier, oui. Oui, Patrick Sabatier, pardon. Pour qu'on lui fasse un close-up, qu'on appelait ça à l'époque. Donc, des photos. Et il m'a vu, il m'a rien dit. Et 2 heures après, j'avais un coup de fil d'Isard qui me disait de me présenter à Cognac-G. Et ça a marché, il vous a engagé tout de suite pour animer une séquence. Au départ, on était... je ne sais pas comment ça s'est passé, pourtant je ne buvais pas. Mais je me suis fait confirmer par Christophe, parce que tout le monde me disait, oui, d'accord, tu dis que tu n'as pas fait d'essai, mais tu as oublié. Et je disais, je suis sûr que non. Et Christophe a dit, effectivement, elle n'a pas fait d'essai, parce qu'il restait 4 jours avant l'émission, et c'était pas possible. Mais j'ai démarré dans une inconscience... Vous étiez sur un plateau, la première émission, vous n'avez même pas le moins de souvenirs. Non, puis peut-être que ce qui a marché, à vrai dire, c'est que moi, j'étais incapable de regarder une caméra. D'abord, je ne comprenais rien, se trouvait dans tous les coins. C'était une nuée d'enfants. Donc j'ai essayé de faire mon job. Il y avait un assistant à l'époque, on n'avait pas d'oreillette, oui, on n'avait pas de prompteur, qui me faisait des grands gestes. Bon, j'ai fait comme j'ai pu pendant 4 heures. Et il y avait aussi les enfants qui avaient envie de faire pipi pendant l'émission. Entre autres, ou alors qui se chamaillaient, ou un qui avait pris le crayon de l'autre. Bon, tout ça, voilà. Puis alors, il y avait les marionnettes aussi. Oui, alors la rubrique que vous animiez au départ et qui a fait votre gloire, ça s'appelait Interdit aux plus de 10 ans. Elle avait commencé avec Dorothée. Au moins de 10 ans, pardon. et ça avait commencé avec Dorothée qui avait abandonné pour faire la carrière que l'on connaît et on l'embrasse très fort. Ah oui, et moi je l'admire tellement en plus parce que j'aurais bien été incapable de faire ces zéniths qu'elle a fait. C'est extraordinaire. Et j'ai une grande tendresse aussi, puisque vous en parlez, pour notre petite Ariane. Oui, qui nous manque et qui a nous beaucoup manque, travaillé. Parce que je connaissais à la limite plus Ariane que Dorothée, mais moi à chaque fois que je regarde même maintenant Dorothée, je me dis
Quelle énergie. Alors l'énergie, vous n'en manquez pas à l'époque. Il faut savoir que les visiteurs du mercredi, ça tombe au moment où le jour de congé n'est plus le jeudi mais le mercredi. Et Absolument. vous allez avoir 10 millions de spectateurs. Oui. Heureusement que j'en avais pas conscience. C'est-à-dire que c'est du jour au lendemain, dans la rue, on vous reconnaît. Non. Ah, pas tout de suite. Mais non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il se trouve qu'à l'époque, les gens avaient encore la télévision en noir et blanc. Oui. Moi, comme j'avais déjà des cheveux blancs, maman m'a dit « mets-toi rousse ». Alors, bon, je suis devenue rousse. Mais les enfants, pour eux, en rousse, ils me reconnaissaient pas. Ah, un jour, on vous a pris pour Sue Ellen de Dallas. Ah oui, moi qui prenais peu le métro ou avec un journal, il y a une ribambelle de mômes qui devait aller à la piscine sûrement, et il y a une petite fille qui cogne dans le bras d'une autre petite fille en disant regarde. Et l'autre elle lui dit qu'est-ce qu'il y a? Elle dit regarde, tu sais bien celle qui boit. Alors, mais si, comment elle s'appelle? Sue Ellen. J'ai compris que c'était moi, je me suis dit, mon Dieu, comment elle me voit. Alors, on vous prend aussi pour une marionnette parce que vous dialoguez dans l'émission avec des marionnettes, Soisy Corne. Oui, alors ça peut-être que dans les premières émissions, outre que j'étais inconsciente, la difficulté a été de parler à des marionnettes qui sont, elles, par terre, à vrai dire, hein, et vous parlez à des marionnettes qui sont à la hauteur de vos yeux. Mais sans regard, sans rien. Or, moi, j'ai besoin d'un regard. Et qui, de surcroît, voyant mon embarras, s'ingéniait à me faire des blagues, jusqu'à prendre une souris de Garcimore, parce que j'ai une phobie des souris, et il me l'a présentée. Et heureusement que, au lieu de me sauver, je me suis paralysée, mais c'était pas facile du tout de parler, et comme une ça, marionnette. une marionnette. Ouais. Alors, c'était Brock et Schnock, les marionnettes. Non, Il y a eu- Cibor et Bora. Il y a eu les deux. Il y a eu Mais il Brock y a et eu Schnock. Brock et Schnock, c'était dans une série. Voilà. Et Cibor et Bora, ils étaient envoyés sur Terre par Turbaros pour étudier les humains. Voilà. Ah bon? C'était le principe de l'émission. Et vous avez eu le privilège de connaître aussi d'autres gens, notamment Paul-Émile Victor. Mais des tas de gens, ça a été fabuleux, ça. Michel Chevalet qui débutait. Michel Chevalet. Et Nicolas Hulot. Première émission de Nicolas Hulot. Ça, c'est incroyable, vous en souvenez? Ah, très bien. Très bien, parce que je voyais dans son regard ma panique, parce que j'ai dû voir une émission ou deux avant lui. Et je voyais dans son regard cette panique qu'on a tous en disant « Est-ce que je vais trouver le mot? C'était quoi le mot ?» Parce que sans prompteur et sans oreillette à l'époque, à part les antisèches, mais comme on transpirait, ça disparaissait. C'était vraiment pas évident. Vous mettiez des antisèches dans les mains et naturellement, avec la transpiration, elle disparaissait. Et Nicolas Hulot, il a fait sa première émission sur les effets spéciaux et on n'imaginait pas la carrière qu'il ferait ensuite. Bien non, c'est justement ce genre de choses qui, quand on parle de destin, non, c'est... on arrive, on ne sait pas pourquoi, il y a des choses que l'on ne maîtrise pas, qui font qu'un regard, une conversation, vous allez en vacances au bout du monde parce que vous en avez marre de tout, c'est là que vous rencontrez la personne qui va vous engager pour faire autre chose. Donc je crois que la seule chose, c'est qu'il faut être à son écoute de manière à ce lorsqu'il y a un élément qui se produit, de ne pas le rater. Alors, Nicolas Hulot, au départ, il avait fait un texte sur les effets spéciaux, qui était sa première émission. Et il y a un personnage qui vous a marqué aussi, c'est Jean Marais. Soisy Corne. Oui, enfin... Marais a été un événement... Le rencontrer, vous dire des contes devant vous, a été un beau souvenir. Vous êtes sûr que c'est... vous le racontez dans le livre, en tout cas, que Jean Marais... Parce que moi, c'est surtout Prévert qui m'a marqué. Ah, mais ça, on va en parler après. Mais Jean Marais lit un jour un conte dans l'émission, et pour vous, c'est un grand moment d'émotion. Pourquoi? Parce que j'étais troublée par rapport à cela, parce qu'il y avait une ressemblance physique hyper importante avec mon père. D'ailleurs, mon père, comme surnom, il avait Jean Marais. On disait Jean Marais. Et Jean Marais, un jour, son père, qu'il a vu à 45 ans, lui a dit « Écoute, tu es fait pour être aimé ». Et effectivement, Jean Marais était très aimé. Et puis, il y a eu aussi les dessins animés, et celui-ci en particulier. Au
fin fond de l'univers, Le Capitaine Flamme. à des années et des années-lumière de la Terre. C'est-à-dire que le Capitaine Flamme a été un gros succès des visiteurs du mercredi. En fait, il devait aller sur Antenne 2 à l'époque, mais il y a eu un feuilleton homonyme qui était un feuilleton érotique. Donc Antenne 2 n'a pas vu la différence, a refusé le feuilleton et s'est passé sur TF1 dans les visiteurs du mercredi. Car il y avait aussi tous les feuilletons, ça c'est culte pour une génération, Swazik Korn. Oui, et puis c'est vrai que lorsque je rencontre des gens qui sont souvent maintenant grands-pères, des gens qui regardaient l'émission petit, ils chantent tous le générique de Capitaine Flamme. Écrit par Jean-Jacques Debout d'ailleurs. Curieux, c'est étonnant. Et ça, alors bien sûr, il y avait Casimir, il y avait le Boulgi Boulga, et un jour vous racontez dans votre livre une émission au CNIT à la Défense qui a été quelque chose d'étonnant. Bien, c'est-à-dire que moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas une notoriété où les gens hurlaient, puis les selfies n'existaient pas. Mais là, j'ai quand même eu un étonnement parce que c'était de la folie, mais même dangereuse, parce qu'il y a toujours des gens qui, comme on était au rez-de-chaussée C'est un grand salon à la Défense. Voilà. Et il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, et du premier étage, on a commencé à voir à affluer des canettes, etc. Et quand vous êtes en direct, vous restez sous la canette. Et il y avait un jeune journaliste qui a fait un numéro extraordinaire, il est devenu célèbre depuis, c'est Marc Menant, qui a descendu quand même le CNIT en rappel. Oh, Marc Menant, Marc, je suppose qu'il était déjà un super actif, quoi. Comme vous, c'est des gens à travailler 15 heures par jour, et Marc était toujours plus. Et ces visiteurs du mercredi vous ont marqué à vie, même si vous avez fait d'autres émissions, Swazik Korn. Eh bien oui, parce que d'abord il y avait Christophe Izard avec qui on se voit encore très 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 souvent. On est du même signe, on est gaucher, on a les mêmes défauts finalement. Et c'est vrai que les visiteurs, ça, peut-être parce que j'avais un confort, je faisais autre chose puisque je suis restée à l'agence Gamma aussi. Mais je sais pas, on était là, j'avais la possibilité d'être dans un autre monde finalement, dans le monde de l'enfance que j'ai jamais vraiment su. Et en même temps, vous avez été une précurseur, puisqu'il y avait une émission que vous avez animée qui n'avait rien à voir avec les femmes d'aujourd'hui, qui était Féminin Présent. Et Féminin Présent, c'est l'ancêtre de toutes les émissions d'aujourd'hui. Oui, et vraiment, ça c'était, que ce soit Féminin Présent avec Marianne Morange, ou avec Jean-Claude Narcy, Temps libre. Temps libre le vendredi. C'était le confort de prendre un thème, de se dire, voilà, pendant 3 heures, 4 heures, c'était ça les après-midi. On prend un thème et partant de là, on va imaginer qui, comme invite. Moi, je me dis que j'ai eu une chance inouïe parce que ça me permettait aussi d'abord de me cultiver, parce que j'avais pas pris d'avance là-dessus, et puis surtout de rencontrer des gens extraordinaires. Une précision importante, la première interview de votre carrière, Swazik Korn, c'est sur Sud Radio. Oui, absolument. D'ailleurs, quand je vois écrit Sud Radio, c'est complètement le hasard, dans la mesure où, dans mes diverses galères, je me suis retrouvée à devoir travailler pour l'été, dans le Midi, et mon compagnon de l'époque a trouvé un job. Puis moi, de par mon tempérament, je dis pas c'est quoi, c'est où, je suis. Et on s'est retrouvés devant la barrière au Cap d'Agde, du camp de naturistes. Bien évidemment, vous imaginez que j'ai dit j'y vais pas, etc. Et il y a quelqu'un qui vous a interviewé pour Sud Radio. Et il y a quelqu'un qui m'a interviewé pour Sud Radio. Et puis à partir de là, je sais pas ce qui lui a plu, mais il m'a dit, je vous propose de faire une petite séquence puisque vous n'êtes pas naturiste, ce que vous voyez, ce que vous entendez. Et là, c'était très amusant. Et c'est là que j'ai eu le goût. J'avais déjà tellement le goût d'écouter la radio, mais là, j'ai eu le goût de faire de la radio. Parce qu'en fait, je crois que mon truc, c'est la radio. On va continuer à en faire dans quelques instants à travers une autre date, le 10 juillet 2019. À tout de suite sur Sud Radio, avec Swazik Korn. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Swazik Korn, 10 juillet 2019, sortie chez Brezer Corner de Ma mort, quelle rigolade. Vos souvenirs. Alors, ces souvenirs, ils sont partis d'un fait totalement surréaliste. Le 1er novembre 2014, pas 1914, à la télévision, vous êtes chez vous en train de regarder une émission de France 2 le soir et vous apprenez que vous êtes décédé. Oui, et en plus,
comme j'étais, il faut l'avouer, très très mal à ce moment-là, j'avais des poches, parce que j'avais eu un problème de vessie, et j'entends mon nom. Sur le moment, vous dites, mais c'est moi. Puis je vois qu'il y avait Sabatier. Donc je me dis, c'est parce qu'il y a Sabatier, on m'associe. Et quand je comprends ce qui se passe, là je panique complètement. En fait, Patrick Sabatier avait fait un livre de souvenirs, et puis Émeric Caron, qui était dans cette émission, dit mais pourquoi Soisy-Corne ne figure pas dedans? Et gêné, il dit que vous n'êtes plus de ce monde. Voilà, il bafouille, il fait et puis Ruquier, que ça doit énerver. Oui. Toujours, lui dit écoutez, elle est morte. Et là-dessus, notre ami Émeric dit non, si fan. Pardonnez-moi de le dire, de moi quand il était petit, dit non, si elle était morte, je saurais. Là-dessus, Obispo regarde sur son portable, dit non, elle est pas. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais si, en fait, je suis pas morte, mais je vais mourir. Et personne me l'a dit. Je pars en vrille. Complètement. Et pendant des mois et des mois, vous êtes traumatisé par ça. Alors, il faut savoir que Sabatier, je pense qu'il n'a pas lu le livre qu'il n'a pas écrit. et il n'est pas journaliste. Et je vais vous raconter une anecdote. Il a débuté chez Bouvard comme assistant. Et il était dans mon bureau. Et dès le premier jour, il voulait sa carte de presse. Donc, il n'a jamais eu sa carte de presse et il est parti au bout d'un mois parce que Bouvard le jugeait intellectuellement insuffisant. Voilà. Moi, je l'ai eu, ma carte de presse. C'est très bien. Alors, donc, et cette histoire de mort, c'est arrivé aussi à Maurice Barrier, un comédien célèbre, qui a vu un jour à la télévision dans les Molières son nom dans les décédés. C'était un homonyme et ils se sont trompés. Ça traumatise effectivement. Mais en même temps, c'est grâce à ça que vous avez fait ce livre finalement, Soisy-Corne. Bien, vous savez, ça n'a pas été une évidence parce que je me disais tout ce que je veux, moi, c'est je cuvais ma maladie et puis, vous le savez, là, quand on est malade, c'est un job à temps complet. Oui. Et surtout qu'en plus, personne ne s'est excusé vraiment la semaine suivante à la télévision d'avoir annoncé prématurément votre décès. Moi, je croyais que Ruquier allait le faire. Et puis, mon frère m'a dit, mais tu rêves, ma sœur, il va te mettre dans le top 10 encore. Et là, quand on a vu qu'effectivement, personne ne m'appelait, pas plus Sabatier, que Ruquier, que Catherine Barma. Surtout elle. Et là, quand même, mon frère m'a dit, on va réfléchir, mais c'est pas normal quand même que ces gens-là puissent. Alors, ils vous font mourir comme ça, et c'est tout. Alors donc ça, effectivement, vous êtes vivante et dans ce livre, vous racontez vos souvenirs et des souvenirs qu'on peut évoquer aussi à partir d'une chanson. À l'escalier C, bloc 21, j'habite un très chouette appartement. Gilbert Bécaud, dimanche à Orly, parce que vous, c'était pas l'escalier 7, bloc 21, c'était l'escalier C, bloc 41. Oui, premier bloc de Sarcelles. Sarcelles, à l'époque, c'était pas du tout le Sarcelles d'aujourd'hui, Soisy-Corne. Bien, nous, quand on a emménagé, on était fous de joie. Hein. On avait une vraie baignoire, sabot, mais on avait un vide ordures dans la cuisine. Et puis, c'était pour nous qui avions vécu rapatriés quand même, dans une petite cabane, c'était pas dans la prairie, mais au bord d'un bois, où on mettait des bassines toute la journée pour recueillir l'eau. Donc, nous, on est très heureux à Sarcelles. Alors, Sarcelles, c'est aussi une image qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Il y avait le jour des allocations familiales. Les allocs. Qu'est-ce que c'était ? Bien, c'est-à-dire que il faut dire que Sarcelles, c'était une 60aine de nationalités. Mais nous, habitués au Maroc, etc., pour nous, il n'y avait pas de problème aucun problème, au contraire, c'était l'enrichissement d'une culture. C'était pas le Sarcelles d'aujourd'hui. C'était pas le Sarcelles d'aujourd'hui, mais il y avait quand même un mélange des Juifs, des Arabes, des Arméniens, toutes les nations, des Bretons aussi. Et ça ne posait pas le moindre problème. Jamais, jamais, jamais. Alors, il y avait votre père qui était policier, et vous dites dans votre livre, Soisy-Corne, que la brigade de Sarcelles valait celle des gendarmes de Saint-Tropez. C'était, mais vraiment, folklore. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'était... Je pense qu'ils ont engagé, après la guerre, beaucoup de gens qui, justement, avaient fait soit la guerre, enfin, des baroudeurs, un peu. Et puis, il y avait une équipe, on se demande, c'est vrai... mais avec déjà par leur nom de famille, avec Corne, enfin, des noms très bizarres. Et puis ils étaient très particuliers. Enfin, c'est vrai que ça ressemblait plutôt. Puis moi, je me souviens qu'à l'époque, mon père était toujours désigné pour, par exemple, surveiller le bal du samedi soir.
Et tout le monde, j'avais honte, tout le monde me disait « Oh super, ton père est là, on rentre tous gratis ». Alors que mon père était normalement là pour faire payer. Non, ça a été très particulier. Et son gros problème, ça a été votre mère, lorsqu'elle faisait du Solex et ne respectait absolument pas les panneaux. Oui, quand on habitait justement dans cette petite maison au bord du bois, on n'avait pas de voiture, bien évidemment, on n'avait pas de télé, on n'avait rien. Et puis ils ont quand même réussi, mon père, à s'acheter une mobilette et à acheter un Solex à maman. Alice sur un Solex, elle ne respectait rien et s'estimait vraiment intouchable pour le coup, parce qu'elle se disait mon mari est au commissariat, j'ai un problème, allez voir mon mari, ou bien vous ne me faites pas peur, je dors avec un flic tous les soirs, alors c'est pas vous qui allez m'intimider. Enfin, ce genre de propos qui était vraiment incroyable. Et il y avait aussi quelqu'un que vous avez rencontré par hasard un jour, qui vous a marqué et vous ne saviez pas qui c'était un certain Monsieur Jacques. Monsieur Jacques, oui, d'ailleurs. Alors là, j'avais 19 ans. Je venais de finir, j'allais dire mes études, non, j'en ai pas fait, mais en tout cas, j'ai été capable d'avoir un diplôme d'étalagiste décorateur à l'époque, donc j'en étais très fière. Et je travaillais donc à Saint-Augustin, à côté de l'église Saint-Augustin, dans un très très beau magasin. Et tous les matins, je refaisais les vitrines qui avaient été démolies par les vendeurs. Et un jour, j'ai vu un monsieur qui m'a toqué à la porte et puis qui m'a fait un petit signe. Alors moi, j'ai fait le même signe. Et puis tous les matins, quand il passait, il me faisait un petit coucou jusqu'au moment où il m'a fait signe d'aller au bistrot d'à côté. Je suis donc allée au bistrot et on parlait. Et moi, comme j'étais... ça paraît peut-être pas, mais j'étais extrêmement timide. Je me disais, j'intéresse pour moi, c'était un vieux monsieur à l'époque. Oh, je l'intéresse. Et puis, je voyais bien qu'il parlait très bien, qu'il me racontait des choses dont je n'avais jamais entendu parler. Alors, j'essayais de me cultiver le soir. Je lisais, j'essayais de savoir ce que c'était qu'un philosophe. Alors, je voyais écrit Spinoza et tout ça. Alors, je potassais. Et un jour, vous lui avez lu un poème. Oui, j'ai commencé à lire un poème parce qu'on parlait beaucoup de collage, et j'ai commencé à lire un poème. Je commence à lui lire en disant, vous savez, moi, j'ai pas de mémoire. Le seul truc dont je me souviens, c'est ça. Et il a continué. Ah, j'ai dit, c'est super, vous aussi, vous aimez? Il m'a dit, oui, mais sans plus. Et peut-être 15 jours, 3 semaines après, j'ai reçu un colis avec du papier craft. Je l'ai ouvert, et dans ce colis, il y avait une dizaine de livres de poche. C'était tout le début des livres de poche. Je tourne le bouquin, et sur la dernière, je vois un petit timbre-poste, une photo, et il y avait écrit Jacques Prévert. Et c'était Jacques Prévert et vous ne le saviez pas. Je savais qui était Jacques Prévert, mais je ne savais pas que c'était lui. Puis il y a quelqu'un d'autre qui a beaucoup coûté dans votre vie et on s'en souvient et on écoute sa voix. Comme un soldat, tu m'as enrégimenté, tu m'as mobilisé. Yves Zé. Alors Yves Zé, moi je l'ai connu jeune chanteur, c'était à la fois, il avait un côté Mike Brandt et un côté Jodassin. Il était beau. Il a fait une carrière, il a été assistant de Jacques Martin. Je crois que c'est dans la première fois que je l'ai vu, c'était un samedi soir quand je l'ai interviewé chez Philippe Bouvard. Avec Bouvard, où il a chanté cette chanson entre Michel Fugain et Gilbert Montagnier, et ça a été votre mari. Voilà. En même temps, il a abandonné le showbiz, mais il a été l'homme de votre vie. Voilà, il travaillait aussi avec Daniel Gilbert sur un Midi Provenir. Oui, l'homme de ma vie, que j'ai rencontré aux Arcs. Parce que je faisais de la radio. Et puis, à l'époque, on regardait les pochettes. Et j'ai vu, oh là là, ce mec, je me suis dit, oh, il est trop beau, il faut que je l'invite. Et voilà, je l'ai invité, mais... il est resté 1 semaine. J'ai réalisé que ça y était. Puis je me suis dit, non, je suis pas une minette, je veux pas... Donc j'ai rien dit. Et je me suis rendu compte que ça allait... Je me disais, oh là là, c'est l'homme de ma vie, comment je vais faire? Vous l'avez épousé, malheureusement, il nous a quittés beaucoup trop tôt, et vous le racontez longuement dans ce livre. Oui. Livre où vous évoquez aussi votre vie d'aujourd'hui entre la Bretagne et Marrakech, Soisicorne. Oui, parce que Marrakech, parce que mes parents... Parce que je me suis...
occupée. Enfin, mes parents ont vécu avec moi après la mort de mon mari pendant 15 ans. Donc, c'est pas une sinécure avec Alice la Bretonne et Jean la Savonnette. Donc, je me suis dit, bon, avec mes problèmes de santé, bêtement, parce que j'allais vous le dire, mais ça fait moche, je me dire, avant de mourir, parce que je dis toujours ça, avant de mourir, il faut que je peigne. Avant de mourir, il faut que j'aille habiter à Marrakech. J'y suis allée. Et j'ai retrouvé, moi je vois rien du nouveau Marrakech, comme je vois rien du nouveau Sarcelles. Moi je vois mes points de repère. Et puis Marrakech, c'est toute mon adolescence. Et justement, l'adolescence de ceux qui vous ont vu à la télé, vous envoyez des dessins que vous avez retrouvés. Et votre rêve, c'est de retrouver un jour les enfants devenus adultes qui ont fait ces dessins. Bien sûr, quand j'ai déménagé, là, lorsque mes parents sont décédés, j'ai trouvé un carton, parce qu'il y a des tas de cartons, notamment à cause de la mort de mon mari, d'Yves, que j'ai pas encore ouvert. Pourtant, ça fait 20 ans. Et là, j'ai trouvé un carton avec au moins, je sais pas, 300, 400 dessins d'enfants. Alors, il y a et puis on voit les noms, la mode des noms à l'époque. Christophe, t'en as 7 ans, 8 ans. Et j'en ai plein. J'en ai mis quelques-uns sur Facebook, d'ailleurs. Peut-être qu'ils vont les retrouver, et je suis sûr qu'ils liront ce livre, Ma mort, quelle rigolade, chez Braise Corner, Soisic Korn. Merci. Et distribué par Coop Braise, tout ça, c'est très breton. C'est très breton. Merci de l'avoir écrit, merci d'être venu dans Les Clés d'une vie. Non, merci à vous. Je dis non. Merci à vous, Jacques, parce que effectivement, c'est là que je réalise que toute cette corvée que j'ai fait, je dis corvée parce que je me suis fait aider par mon frère, par ma belle-sœur Madeleine, c'est pas une corvée, c'est un bonheur. Et par un ami qui s'appelle Patrice Rinx, parce que toute seule, c'était trop dur. Et vous, au moins, vous m'avez parlé de ce qu'il y a dans mon livre. Voilà, c'est le minimum. Et ça m'a fait du bien. Nous, on a été heureux de vous avoir. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaie. Et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres Clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain. Merci. Avec Echo de DS, producteur de l'album Deep Green Sound Volume 2. Sud Radio, Les Clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.